vais demander maintenant à M. Alain Attali, président de l'association du Collège Sévigné, d'ouvrir la cérémonie. Madame la représentante de l'ambassade d'Israël, Madame l'inspectrice d'académie, Madame la présidente du cercle d'études de la déportation et de la Shoah amicale d'Auschwitz, Madame et Messieurs les délégués du comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs, chers élèves. C'est un honneur très émouvant à mes yeux, pour des raisons professionnelles, mais aussi, permettez-moi de l'ajouter, personnelles, que M. Jean-Louis Steinberg ait souhaité que le Collège Sévigné, où son épouse, Mme Madeleine White Steinberg, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, a fait une partie de ses études, soit le cadre de cette cérémonie. Au nom de notre communauté éducative, je salue avec beaucoup de respect sa présence, ainsi que celle de Madame la représentante de l'ambassade d'Israël et celle de Madame Viviane Saül et de Monsieur Alain Abif, délégués du comité français pour Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste édifié sur une colline de Jérusalem. D'autres que moi diront tout à l'heure le parcours de Madeleine White depuis son enfance jusqu'à son internement à l'âge de 20 ans au camp de Vittel, témoin de son héroïsme et de son dévouement, car avec Sofka Skipwith, une codétenue devenue son amie, elle y apprit le français et l'anglais à des Polonais juifs, prit en charge des enfants, permit l'évasion de soldats britanniques puis de rescapés du ghetto de Varsovie qui étaient en attente de visa, et réussit à héberger des hommes traqués. Pour ma part, je voudrais seulement, en tant que président de l'association du collège, évoquer les raisons pour lesquelles l'histoire de Sévigné me semble emblématique du futur engagement de son élève de 1941 à la Libération. Plusieurs faits sont en effet restés dans notre mémoire collective pour en témoigner, même si les archives de l'établissement ont disparu sans que l'on sache précisément pourquoi et de quelle façon. Peu après avoir fondé l'école alsacienne destinée aux garçons, Frédéric Passy, un homme politique qui consacra sa vie au pacifisme et reçut le premier prix Nobel de la paix en 1901 en même temps qu'Henri Dunant, et Michel Bréal, un éminent philologue, tous les deux républicains, patriotes, militants de l'éducation laïque et féministe, ouvrirent le collège Sévigné à l'intention des filles. Ils choisirent en 1883 pour seconde directrice, fonction qu'elle allait assurer jusqu'à sa mort en 1909, une femme qui est devenue la figure charismatique de Sévigné, Mathilde Salomon. Lorraine d'origine, juive mais agnostique, du moins semble-t-il pendant une bonne partie de sa vie, très patriote et attachée aux valeurs de liberté et de dignité humaine, elle avait choisi sans hésiter de rester française après l'annexion de la Moselle par l'Allemagne en 1871. Militante active de la promotion de l'éducation féminine, chère au milieu républicain des années 1860-1880, elle se montra moderniste dans sa gestion pédagogique de l'établissement. Juive et dreyfusarde, elle fut la première femme à être décorée à titre civil de la Légion d'honneur, qui plus est en 1909, l'année même de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Quelques décennies plus tard, peu avant la Seconde Guerre mondiale, une probable, sinon possible parente de Mathilde Salomon, Madame Charles Salomon, devint la directrice du collège. Quand les mesures antisémites furent promulguées par les autorités pétainistes, elle put d'un commun accord être cachée sur place et poursuivre secrètement son travail pendant toute l'occupation
sans jamais être inquiétée, tandis que son adjointe occupait officiellement le poste de direction. Beaucoup savaient, mais personne ne parla. Ayant repris ses fonctions, à la Libération, elle prononça à la fin de l'année 45 un discours très émouvant où elle exprimait sa profonde reconnaissance à ses bienfaiteurs. Par ailleurs, à la même époque, alors que beaucoup d'Européens de l'Est de confession juive émigraient en France, le collège n'hésita pas à scolariser nombre de leurs filles, quand bien même elles ne savaient pas le moindre mot de français. Et pendant les heures sombres où le pouvoir pétainiste et les autres collaborateurs se faisaient les auxiliaires zélés des nazis, un réseau s'organisa à l'instigation de parents d'élèves et fit tout pour sauver ces élèves, sans toujours, hélas, y parvenir. Ajoutons que l'actuelle salle de repos a souvent abrité des réunions secrètes organisées par des résistants. Enfin, 3 de nos professeurs, une femme et 2 hommes, ont été fusillés, victimes de leur héroïsme. Le plus célèbre était Pierre Brossolette, brillant normalien, agrégé, homme politique et journaliste. Il avait déjà fait la preuve de son courage en tant qu'officier au cours des hostilités. Devenu très vite après l'armistice du 22 juin 1940 un combattant de l'ombre, il finit par être capturé, emprisonné et torturé par l'ennemi, et il préféra se donner la mort en 1944 pour ne pas parler, en se jetant d'une fenêtre de son lieu de détention. Il était âgé de 40 ans. Chacun sait que sur décision du président de la République, Pierre Brossolette va bientôt entrer au Panthéon, en même temps que Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antoniose et Jean Zay. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Eh bien, Madame Solcy Charpentier, proviseure du collège, va nous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, Madame la maire, Madame la directrice représentant l'ambassade d'Israël, Madame l'inspectrice d'académie, Mesdames et messieurs les délégués du comité français pour Yad Vashem, Mesdames et messieurs et chers élèves. Je ne prendrai que rapidement la parole, en fait, pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. Bienvenue à Monsieur Steinberg, dont nous honorons aujourd'hui l'épouse, Madeleine White Steinberg. Je m'exprime, je puis le dire, au nom de tout le collège Sévigné, pour vous dire que nous sommes très honorés d'accueillir cette cérémonie qui reconnaît le rôle exemplaire de Madeleine White Steinberg durant la dernière guerre. Nous remercions vraiment Monsieur Steinberg et Madame Braunschweig pour la confiance qu'ils nous ont accordée en choisissant Sévigné comme lieu pour organiser cette cérémonie. Madeleine White, que vous voyez en photo, a été une élève du collège Sévigné dans les années 30 et elle a toujours été très attachée à son établissement. J'en veux pour preuve la plaque commémorative qu'elle a fait apposer dans le hall d'entrée du collège. C'est donc une des nôtres qui est honorée et nous en sommes tous très touchés. C'est la raison pour laquelle personnel et élèves de Sévigné se sont tous mobilisés et je voudrais les en remercier chaleureusement. Il n'est pas anodin que cette cérémonie ait lieu dans un établissement scolaire. Les commémorations récentes nous ont rappelé l'urgence et l'importance du témoignage vis-à-vis des générations les plus jeunes. L'importance aussi de l'exemplarité de ces personnalités hors du commun dont Madeleine faisait partie et dont le modèle doit nous inspirer et inspirer nos élèves. Il est essentiel aussi de préserver des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui pour que les jeunes puissent exprimer en retour toute la reconnaissance sincère qu'ils éprouvent vis-à-vis de celles et de ceux qui se sont battus, ont résisté, pour que la liberté s'affirme et que la barbarie recule. Merci donc à vous tous aujourd'hui de passer le flambeau. Bien maintenant, Madame Marie-Yvonne Braunschweig, présidente du Cercle d'études de la déportation et de la Shoah, amicale d'Auschwitz, va nous tracer le portrait de Madeleine. C'est bien cela?
Je ne suis pas président, la présidente est là. Merci. C'est au nom du Cercle d'études de la déportation et de la Shoah amicale d'Auschwitz que je prends la parole pour présenter Madeleine Steinberg, née White. Madeleine White, née à Ilford en Angleterre en 1921, d'un père anglais et d'une mère française, et ses parents se sont séparés très tôt. La mère de Madeleine revient alors à Paris où elle subvient difficilement aux besoins de la famille en donnant des leçons de piano. Sa fille effectue, comme on vous l'a dit, toute sa scolarité en France et en particulier des études secondaires au collège Sévigné. Elle garde cependant un contact avec un grand-oncle et une grand-tante paternelle qui l'invitent chez eux en Angleterre presque tous les étés des années 30. Bachelière en 1939, elle s'inscrit à la Sorbonne en licence d'anglais et obtient les 2 premiers certificats de la licence d'anglais pendant l'Exode, en Bretagne, lors d'une session spéciale. À l'automne 1940, elle regagne Paris et ses études recommencent à la Sorbonne. En février 1941, sa mère et elle, britanniques, sa mère par son mariage, Madeleine par sa naissance, sont arrêtées et internées par les Allemands comme citoyennes d'un pays ennemi. Après un séjour dans des conditions difficiles à la caserne Vauban de Besançon, elles sont transférées en mai 1941 à Vittel. Les Allemands ont transformé la zone thermale au nord de la ville en camp d'internement pour des femmes britanniques, puis bientôt aussi pour des hommes britanniques, puis pour des Américaines et même des Américains. L'ensemble est constitué d'un parc, du casino, du centre thermal, de nombreux hôtels de toutes catégories, et c'est entouré de barbelés non électrifiés sur 3 mètres de haut, gardés par des soldats allemands sous un commandement allemand. Les femmes détenues, plusieurs milliers, sont considérées comme des otages pouvant servir dans une éventuelle politique d'échange contre des prisonniers de guerre, soit contre des civils allemands en terre britannique. Ainsi, le 30 juin 1944, 60 femmes et enfants juifs palestiniens, donc ressortissants britanniques, internés à Vittel, sont échangés contre des Allemands, civils et militaires, prisonniers des Anglais en Palestine. Dans cet immense camp qui sert de vitrine à l'internement grâce à ses conditions de vie acceptables, Madeleine White se lie avec Sofka Skipuis, princesse russe exilée après la révolution de 1917, qui a vécu en France, puis s'est mariée à 2 reprises en Angleterre. Elle est assistante de Laurence Olivier à Londres, férue de littérature, parle plusieurs langues, et cette femme brillante, cultivée, libre et audacieuse devient, pour la vie, la meilleure amie de Madeleine White. C'est ensemble que les 2 femmes se livrent à leurs premiers actes de résistance. L'évasion d'un prisonnier de guerre néo-zélandais, soigné dans l'hôtel-hôpital du camp par des médecins militaires eux-mêmes prisonniers, les docteurs Levy et Mentes, un Français et un Britannique, lui trouver des vêtements civils, cacher sa tenue militaire, se procurer des cisailles, couper les barbelés la nuit, puis dissimuler le sécateur sont des opérations risquées dans ce camp gardé jour et nuit par des sentinelles allemandes. Entre fin janvier et fin mai 1943, arrivent à Vittel environ 260 hommes, femmes et enfants juifs polonais. Craintifs, ces nouveaux venus, d'abord isolés par les Allemands, ne se mêlent pas facilement aux autres internés. Madeleine White et Sofka Skipuis entrent en contact avec eux et leur proposent des cours d'anglais. Gagnant la confiance de plusieurs de leurs élèves, elles apprennent leur histoire et celle de leur famille. Pour la plupart, ce sont des Juifs de Varsovie, polonais d'origine, mais munis de papiers latino-américains, des sortes de passeports collectifs ou promessas. Ils ont été témoins du sort des Juifs de Pologne et racontent les ghettos, les camps d'extermination et, pour les derniers arrivés, la révolte du ghetto de Varsovie, vécue de l'intérieur de la prison où ils attendaient leur transfert. Madeleine White et Sofka Skipuis
sont donc parmi les premières informées à l'Ouest des réalités de la Shoah. Elles en sont complètement bouleversées et cherchent à aider ces familles traumatisées et traquées. Elles leur apportent le réconfort de relations amicales et affectueuses et se mettent à leur service. Elles découvrent par bribes la vérité sur les promessas et autres papiers, les trafics auxquels ils ont donné lieu, les familles recomposées artificiellement pour utiliser toutes les possibilités offertes par ces documents quand des membres de la famille décédés laissaient des places vides. Madeleine White a raconté comment, alors qu'elle gardait une petite Bianca de 8 ans, l'enfant lui avait confié sous le sceau du secret à propos de sa maman partie faire une démarche dans le camp. « Tu sais, cette dame n'est pas ma maman est morte. Et elle a perdu une fille, alors elle est heureuse d'avoir une petite fille et moi d'avoir une maman. » L'angoisse devient épouvantable lorsque des inspecteurs venus de Berlin, à la demande d'Alois Brunner, emportent les papiers de ces familles américano-polonaises pour vérification de leur authenticité. Sofka Skipuis et Madeleine White décident de tenter d'obtenir d'urgence leur validation par les autorités des pays concernés. Ainsi, Sofka Skipuis et Madeleine White entreprennent-elles la copie de la liste des 260 personnes menacées par nationalité et par ordre alphabétique sur de minuscules feuilles de papier à cigarette à l'encre de Chine avec une plume spéciale. Elles y passent leur nuit, l'une écrivant, l'autre éclairant et guettant toute arrivée suspecte. La liste, les conseils d'écriture et le matériel leur ont été fournis par Hillel Zeidman, un des demandeurs de visa et par ailleurs archiviste de métier, et leur ont été fournis par le docteur Mentes également. Les minuscules papiers, roulés dans des manches d'outils, sortent du camp grâce à des ouvriers d'entretien, eux-mêmes résistants, qui les font partir à l'étranger par leur réseau. Ces documents sont parvenus en Angleterre, au ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur, grâce aux nombreuses relations de Sofka Skipuis, et en Suisse, au Vatican, auprès d'autres autorités et autres organisations. Le 18 avril et le 16 mai 1944, cependant, deux convois conduisent environ 200 des Juifs de Vittel à Drancy, puis Auschwitz. Parmi eux, le poète Yitzhak Katzenelson. Plusieurs, en passe d'être arrêtés, ont préféré se suicider. Sofka Skipuis et Madeleine White se trouvent alors en situation de sauver un bébé. Il a été endormi par un des médecins du camp et mis dans un panier. Les deux femmes coupent les barbelés avec les pinces qu'elles gardent soigneusement cachées. Madeleine, plus menue, pousse le panier sous les barbelés et remet l'enfant à une femme résistante qui attendait. Elles n'ont jamais connu la suite de cette histoire. Nos recherches nous font penser qu'il pourrait s'agir de Franklin Geller. Quelques Juifs ont réussi à échapper aux deux rafles et sont restés cachés dans le camp. Parmi ces rescapés, Hillel Zeidman, qui dans le texte « Comment j'ai été sauvé », introduction à son journal du ghetto de Varsovie, remercie les dames White, Madeleine et sa mère, qui l'ont caché dans leur chambre pendant qu'elles allaient dormir chez Sofka Skipuis. Les papiers officiels, validés et tant attendus, ont fini par arriver, mais le 31 mai 1944, alors que de Drancy, le deuxième convoi déportant vers Auschwitz les Juifs américano-polonais, est parti le 30 mai. Peut-être ces documents tardifs ont-ils quand même évité une troisième rafle qui aurait emporté les derniers survivants juifs polonais de Vittel? Après la libération, Madeleine White Steinberg a eu l'occasion de renouer un contact avec quelques-uns des très rares rescapés de cette histoire épouvantable, dont des membres de la famille Shor, descendants du grand rabbin de Varsovie. Véritablement obsédée par ce drame durant toute sa vie, elle n'a cessé d'œuvrer pour maintenir vivante leur mémoire, donnant à plusieurs reprises de longs articles documentés à la très sérieuse revue du monde juif devenue la Revue d'histoire de la Shoah. C'est par son intermédiaire également que quelques lettres, rares documents envoyés par ses internés, soit déportés, soit rescapés, auprès de plusieurs de ses amis du camp, sont parvenus au mémorial de la Shoah, empêchant ainsi que le souvenir des 260 juifs américano-polonais du camp de Vittel ne s'efface complètement. Son mariage après la guerre avec Jean-Louis Steinberg, rescapé du camp d'Auschwitz-Monowitz, seul survivant des 4 déportés de sa famille
est présent aujourd'hui parmi nous, n'a fait que renforcer sa sensibilité au drame de la Shoah, élément permanent d'une vie qui s'est achevée en juin 2008. S'il est très difficile, 70 ans après, de retrouver des personnes sauvées et des témoins vivants, ainsi en est-il de Franklin Geller, enfant juif polonais né au camp et sauvé, et de Shulamit Pshieporka, future épouse Troman, témoins en tant qu'internée britannique-palestinienne, décédés l'un et l'autre tout récemment. Les résultats des recherches effectuées par Marie-Paul Hervieux et moi-même au nom du Cercle d'études de la déportation et de la Shoah ont valu à Madeleine White Steinberg, à titre posthume, après son ami Sofka Skipwith en 1998, le titre de Juste parmi les nations, décerné par l'État d'Israël, et nous sommes heureux de pouvoir lui rendre hommage publiquement. Et bien maintenant, je vais demander à Madame Yona Ayer, représentant l'ambassade d'Israël. Madame la maire, Madame l'inspectrice, Monsieur le président de l'association du collège Sévigny, Madame le proviseur du collège Sévigny, Madame le président du cercle d'études de la déportation et de la Shoah amicale d'Auschwitz, Madame et Monsieur le délégué du comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et chers élèves, chères Mesdames et Messieurs, bonjour, shalom. Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier. Cette phrase tirée du Talmud explique l'importance qui revêt pour le peuple juif les comportements exceptionnels qu'ont eu les justes durant la Seconde Guerre mondiale. C'est avec une grande émotion que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie en l'honneur d'une femme exceptionnelle et courageuse. Au plus fort de cette période sombre qu'a connue l'Europe et la France, les justes ont eu le courage de braver l'autorité au péril de leur propre vie et de celle de leur famille, en sauvant des êtres humains dont le seul crime était d'être juifs. Ils l'ont fait avec leur âme, avec leur cœur, avec leur sang, car beaucoup y ont laissé la vie. Les justes considéraient pourtant ce qu'ils ont fait comme étant naturel et pensent même souvent qu'ils auraient pu en faire davantage. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont agi par devoir d'humanité, devoir de citoyens du monde. C'est pourquoi, par leur acte héroïque, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents d'une mort certaine, mais ils ont aussi sauvé la dignité humaine et l'honneur de leur pays. Ces justes sont la fierté de la France et du monde tout entier, tel que l'a dit Jacques Chirac en janvier 2007. La France rendait alors et pour la première fois un hommage national aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon. Depuis 50 ans, le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem honore la mémoire des hommes et des femmes qui se sont engagés pour sauver la vie des Juifs persécutés. Plus de 24 000 justes parmi les nations ont été reconnus à ce jour à travers le monde, dont plus de 3 760 Français. Nous sommes et serons à jamais reconnaissantes à ces hommes et femmes pour ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie. C'est ce qui nous donne encore la force de croire en l'humanité. Le peuple juif n'oubliera ni les bourreaux ni leurs collaborateurs. Il se souviendra à jamais de ces justes, êtres exceptionnels, lumière des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. La médaille de juste parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance.
Au nom de l'État d'Israël et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de Juste parmi les nations à titre posthume à Madeleine White Steinberg, représentée par son époux, M. Jean-Louis Steinberg, pour ses actes de bravoure et d'humanité et pour avoir sauvé la vie de si nombreux juifs. Merci à vous du fond du cœur. Madame Mayer va maintenant remettre à titre posthume la médaille des Justes parmi les nations à son mari Jean-Louis. Je remercie Yad Vashem et l'État d'Israël pour l'honneur qui est fait à Madeleine, par cette reconnaissance de Madeleine comme juste parmi les nations. Ça permettra probablement de conserver dans la mémoire des hommes l'engagement de Madeleine, résistante à la barbarie nazie, pour avoir aidé et même sauvé des personnes condamnées. Non pas pour ce qu'elles avaient fait, mais simplement pour être nées juives. Le nom de Madeleine sera gravé sur le mur extérieur du mémorial de la Shoah à Paris, le mur des Justes. Je voudrais ajouter à ce qui a été déjà dit que la mémoire des 260 juifs polonais, dont 46 enfants de moins de 14 ans ont été assassinés à Auschwitz, cette mémoire a servi à Madeleine pendant toute sa vie de repère et de ligne de conduite. D'abord, après la guerre, quand nous nous sommes retrouvés, puis mariés en 1946, je revenais de déportation à Auschwitz-Monowitz, où j'avais moi-même bénéficié de l'aide de la résistance interne du camp. Parce qu'il y a eu une résistance interne au camp. Et cette résistance interne m'a permis de survivre. Sans la résistance à Monowitz, je ne serais pas là. Et d'autre part, j'avais perdu ma mère, mon père, mon frère Claude, qui était mon cadet de 3 ans, et ils ont été arrêtés et déportés avec moi à Auschwitz, et assassinés à Auschwitz en ce qui concerne mes parents, et finalement à Dora pour mon frère Claude, juste avant la libération. Par contre, mon plus jeune frère, Michel, que j'avais eu l'heureuse idée de placer chez des paysans généreux de Normandie, avait survécu. Et Madeleine, toute jeune femme, a immédiatement accepté d'adopter ce jeune orphelin de 11 ans, qui est donc devenu notre premier enfant. Alain, quant à lui, est né en 1948, et c'est Madeleine qui a assumé l'éducation de nos 2 enfants, moi-même étant très occupé par la recherche dans l'astrophysique. Un autre combat a guidé Madeleine dans tout l'après-guerre, celui de la liberté des femmes et de leurs droits. Elle a participé activement et de façon concrète à cette lutte en favorisant la contraception et l'avortement, à une époque où c'était sévèrement puni par la législation française, et à une époque aussi où des milliers de femmes perdaient la vie à la suite d'avortements clandestins dans des conditions abominables. Madeleine a organisé l'envoi de centaines de femmes en Angleterre, un pays qui était très en pointe sur ces questions-là, et ces femmes étaient accueillies là-bas par des amis, examinées par des médecins, et par des médecins, elles revenaient après la pause de contraceptifs.
lors de ses nombreux voyages dans ce pays, elle-même rapportait des quantités de contraceptifs de façon clandestine, puisque c'était illégal en France. Je voudrais souligner également que, comme elle l'avait fait dans le camp de Vittel, Madeleine a continué durant toute sa vie à aider des jeunes et des moins jeunes à poursuivre des études qu'ils n'auraient jamais entreprises autrement, leur donnant bénévolement des cours de français ou d'anglais, leur apprenant à apprendre et les conseillant dans leur choix de vie professionnelle. Elle a fait ça à Paris, où finalement elle a travaillé comme moi dans le milieu des astronomes, observateur de Meudon, Institut d'astrophysique. Elle y était secrétaire pour la traduction et la publication d'articles scientifiques. Et ce fut surtout le cas auprès des jeunes familles paysannes d'Ardèche, où dès 1953, nous avions acquis puis retapé une vieille maison abandonnée qui était devenue notre séjour de vacances paradisiaques pendant 30 ans. Elle a guidé et encouragé les enfants des voisins, et ils ont finalement, et encouragé de cette manière, ils ont réussi des carrières professionnelles. Je rappellerai aussi qu'elle n'a cessé de lire et d'analyser tout ce qui paraissait sur l'histoire de la Shoah, et a écrit pour la revue d'histoire de la Shoah afin de perpétuer la mémoire de ces juifs polonais de Vittel dont le drame l'a obsédé toute sa vie durant. Savoir que cette histoire des juifs de Vittel, effacée des mémoires, est prise en charge désormais par les jeunes de l'établissement scolaire où nous sommes, où elle fit ses études, aurait été pour elle une grande satisfaction. Que l'exemple de Madeleine ait une finalité éducative et civique me paraît très positif. Je dois vous dire que Madeleine et moi, nous nous sommes aimés intensément pendant 62 ans. Et aujourd'hui, elle me manque terriblement. Finalement, pour moi, pour elle, pour notre famille et nos amis, une fois encore, merci. Il y a une question. Répondre à cette question. Il y a arrivé un moment où les Allemands ont voulu récupérer des prisonniers allemands qui étaient en Espagne ou même en Afrique du Nord. Alors pour arriver à ça, bien, ils ont échangé contre des prisonnières anglaises qui étaient bloquées en France. Et c'est comme ça que Madeleine est sortie de France. Elle est sortie de France, on l'a emmenée jusqu'au Portugal. Là, on l'a mise dans un bateau avec un certain nombre d'autres prisonnières civiles. Elle est allée en Angleterre et elle a travaillé pour la guerre parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée en France avec sa mère. Et puis voilà. Et puis on s'est rencontrés en 1945 et on s'est mariés très vite.
Vous avez d'autres questions? Bon, eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Eh bien, Viviane Saül, qui est déléguée du comité français pour Yad Vashem, va vous dire ce qu'est Yad Vashem. Voilà. Là, comme ça va ou c'est pas assez fort? C'est bon là? Alors, Yad Vashem vient de la Bible, du prophète Isaïe, chapitre 56, verset 4. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui sera éternel et ne s'effacera pas. Le mémorial de Yad Vashem a été créé le 12 mai 1953 à Jérusalem, sur le mont du Souvenir. Il rend hommage aux justes parmi les nations. Son but est de perpétuer la mémoire de 6 millions de Juifs de 21 pays d'Europe sous domination du Troisième Reich, qui furent anéantis et exterminés par les nazis et leurs complices. Il honore l'héroïsme des Juifs qui ont combattu sur tous les fronts durant la tragédie de la Shoah. En France, 76 000 Juifs furent déportés, dont 11 400 enfants. Seuls 2 550 revinrent des camps d'extermination. Aucun enfant ne se trouvait parmi les survivants. Ceux qui ont survécu le doivent la plupart du temps à tous ceux qui sont restés dans l'ombre, à tous ceux qui ont combattu dans les rangs de la résistance, mais aussi grâce à des hommes et des femmes non juifs comme Madeleine White, qui firent un choix très différent, celui d'écouter leur conscience. Ils se sont dressés contre les mesures anti-juives qu'ils ressentirent comme ignobles et déshonorantes pour notre pays. Ces inconnus qui les ont accueillis n'exigeaient rien. Ils estimaient avoir accompli leur devoir, et c'est avec naturel et simplicité qu'ils sont venus au-devant des personnes en danger. Ils ont déployé en leur faveur toute leur énergie et leur imagination en un temps où il n'était pas bien vu de fréquenter des Juifs, encore moins de les aider, alors que la majorité de la population était au mieux passive ou indifférente. Ils firent alors des gestes qui relevaient pour eux de l'évidence. Ils cachèrent, hébergèrent, nourrirent ceux que la barbarie et leurs complices, guidés par une haine aveugle, voulaient exterminer. Ces gestes simples sont des actes exemplaires de résistance dont nous devons nous souvenir. Ces justes ont non seulement sauvé des vies humaines, mais ils ont incarné l'honneur de l'humanité qui, grâce à eux, n'a pas totalement sombré à Auschwitz. Célèbres ou anonymes, ces héros étaient de tous âges, de toutes origines et de toute appartenance religieuse et politique, et de tous milieux sociaux. Arracher des Juifs à l'extermination ne fut pas seulement une addition d'actes individuels extraordinaires, mais aussi le résultat d'actions collectives. Yad Vashem a exceptionnellement décerné un diplôme d'honneur aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines pour avoir sauvé de nombreux Juifs, au village de Nieuwland aux Pays-Bas, au réseau Zegota en Pologne et au Royaume du Danemark pour son réseau de résistance. Un musée permanent a été inauguré au Chambon-sur-Lignon et à la ville de Moissac a été nommée une esplanade des Justes en reconnaissance aux habitants pour leur courage. À Jérusalem, l'allée des Justes avec ses milliers d'arbres et le jardin des Justes avoisinant rappellent le nom des médaillés. La mission du département des Justes est d'honorer ces Justes parmi les nations, de leur exprimer la gratitude du peuple juif et de l'État d'Israël. En dépit de la persévérance de Yad Vashem et des efforts des volontaires qui l'assistent,
tous les justes ne pourront pas être identifiés avec certitude. Les témoins directs sont de plus en plus rares. Ce sont maintenant les enfants, les petits-enfants qui reçoivent la médaille et le diplôme au nom des justes nommés à titre posthume. À ce jour, plus de 26 000 médailles ont été attribuées dans environ 30 pays, dont plus de 3 760 en France. Un monument aux justes inconnus a été érigé sur leur nom du souvenir à Yad Vashem de Jérusalem. Une plaque portant le nom du sauveteur sera dévoilée dans le jardin des justes. Ce nom sera également gravé dans l'allée des justes au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lanier à Paris. Leurs noms y sont inscrits à jamais et ne seront pas oubliés, malgré les efforts de ceux qui tentent de pervertir l'histoire et de nier la Shoah. On peut bien sûr s'amuser et faire rire sur beaucoup de sujets, mais en aucun cas on ne doit ni blaguer ni prendre en dérision la Shoah, sujet trop douloureux pour ceux qui l'ont vécu, irrespectueux pour ces innocents qui sont morts. Ce serait les assassiner une nouvelle fois. Le tort du juif, adultes et enfants confondus, était d'exister. Il n'y avait pas d'autre charge retenue contre lui. Mais des barbares estimaient qu'il devait disparaître. Leur sort était sans issue. Le négationnisme, notamment, qui s'insinue sous diverses formes, que ce soit par le langage, en banalisant les mots ayant trait à la Shoah, ou dans la falsification des faits historiques, doit être fermement combattu. Dans un monde où les discours, les actes de haine, de xénophobie, d'antisémitisme et de diabolisation d'Israël progressent chaque jour davantage, où l'enseignement de la haine se propage sans réaction de la part des nations aujourd'hui, où ces messages conduisent insidieusement à des actes barbares et des crimes contre des hommes, des femmes et même des enfants de nouveau sur le sol français parce qu'ils sont juifs. Il est facile de glisser dans la haine et l'antisémitisme. Combien de vies peuvent être brisées par l'ignorance ou le fanatisme? L'intolérance, le racisme ne peuvent servir de base à quelque société que ce soit. Tout autour de nous, dans le monde, ces principes sont utilisés par des pouvoirs dictatoriaux ou soi-disant démocratiques, par des groupes sectaires ou intégristes pour justifier arrestations, massacres et génocides. Les valeurs qu'ont incarnées les justes hier nous rappellent à nos responsabilités aujourd'hui, défendre les valeurs de justice et de paix. Le Comité français pour Yad Vashem que nous représentons est une association française, laïque et républicaine, régie par la loi de 1901 qui a été fondée en 1989. Elle est chargée de faire connaître et d'honorer les justes parmi les nations de France et de soutenir le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem dans sa mission de mémoire et d'enseignement. L'étude des dossiers est réalisée par des bénévoles de Yad Vashem. Il y en a quelques personnes qui sont là-bas au fond. Un musée permanent d'histoire du génocide doté d'un centre d'exposition temporaire a été ouvert. Un fonds d'archives sur la Shoah unique au monde a été recueilli, ainsi qu'un centre de formation et une université dédiée aux étudiants et aux chercheurs ont acquis une renommée internationale. Merci. Eh bien, nous allons clôturer cette cérémonie par des lectures traditionnelles et aussi par le chant des partisans et les hymnes nationaux israéliens et français. Le chant des partisans parce que être juste, c'était résister. Même si ça n'était pas une résistance violente, mais c'était mettre en jeu sa propre vie. Donc maintenant, des jeunes du collège
que je vais appeler vont lire le poème Le Badge d'Albert Space. Oui. Ou vous parlez très fort, ou est-ce qu'on a un seul micro? Que non. Vous en avez un autre? Le badge. On m'a donné un badge. Quand j'étais enfant, on m'a donné un badge. Ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile a 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres, en caractères gras. Un mot de 4 lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre, lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge, sur moi en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge, gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voie pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné, c'est dans cette intention, moi je l'ai gardé. Et bien maintenant, les professeurs du collège, je crois que c'est le cas, vont nous interpréter le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fourneau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent les lits, font des rêves, font des rêves. Ici, nous voit-il, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Amis,